Le climat des affaires s'est amélioré pour cette année 2014 et la Côte d'Ivoire est éligible au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation. Le Premier ministre était face à la presse. La 10e édition du gala de bienfaisance de l'ONG Servir de Mme Henriette Konan-Bédié a vu la participation du président Alassane Ouattara et de son épouse Dominique. Et la fête a été belle. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida était hier soir au chevet des blessés de l'accident de Guéyébli au CHU de Yopougon. Le bilan est lourd, 8 morts et une quarantaine de blessés. La ministre de la Solidarité a, au cours de son séjour rwandais, rencontré des diplomates qui ont manifesté leur volonté de travailler avec la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. À l'invité de la page culture ce soir est l'auteur, compositeur, interprète Zwane Combs, transplanté du rein. Il nous fera vivre son expérience, une expérience qui a changé sa vie. Bonsoir Zwane Combs, merci d'avoir accepté notre invitation. Une expérience bien sûr qui a changé votre vie, vous confirmez? Effectivement madame, bonsoir. En 99, je suis donc tombé malade, j'ai fait une insuffisance rénale. Et par la grâce de Dieu, j'ai été transplanté en 2005. Donc, je sors ce bouquin afin de pouvoir faire rendre gloire à Dieu par un témoignage et puis aussi donner de l'espoir à tous ceux qui sont malades et comme un témoignage. Voilà. Merci beaucoup, Zwane Combs, que j'aurai le plaisir de recevoir vers la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, le Premier ministre était face à la presse ce vendredi. Daniel Kablan-Duncan a officiellement fait le point sur l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire pour l'année 2014 et la sélection de notre pays à l'éligibilité du programme Threshold du Millennium Challenge Corporation, MCC, financé par le gouvernement américain. Mahamadou Traoré, Noël Niagno. 4e du top 10 des pays réformateurs dans le classement Doing Business 2015. Seul pays a figuré dans ce top 10 pour la 2e année consécutive. Premier prix du pays ayant montré le plus d'amélioration en termes d'attractivité pour les investisseurs miniers, décerné par le journal du Forum britannique Mines & Money. Autant le dire, c'est une véritable success story que vit le climat des affaires en cette année 2014. La preuve, près de 6 000 entreprises ont été créées pour un investissement portant sur environ 400 milliards de francs CFA. Toutes ces performances ne sont que le couronnement de 3 années de réformes pour assainir le cadre des affaires, a indiqué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan aux journalistes de la presse nationale et internationale cet après-midi à son cabinet. Et le cap sera maintenu pour les années à venir, à en croire le chef du gouvernement ivoirien. Le gouvernement entend poursuivre d'ici mars 2015 l'accélération des réformes en cours, mais également engager de nouvelles réformes se rapportant notamment à la création d'entreprises, à l'octroi du permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats, l'obtention de prêts, mais aussi la réforme fiscale. L'année 2015 devra ainsi confirmer les avancées notables de la Côte d'Ivoire en matière d'amélioration du climat des affaires. Actualité oblige, Daniel Kablan-Duncan a aussi abordé la sélection de la Côte d'Ivoire, l'éligibilité du programme plancher du MCC, Millennium Challenge Corporation. Bientôt, une délégation du MCC sera à Abidjan pour discuter des retombées de ce programme. Hier, le président Alassane Ouattara inaugurait une station d'eau potable. À Yopougon, le chef de l'État a promis mettre fin aux problèmes liés à la pénurie d'eau dans la ville d'Abidjan. En 2015, la Corée accompagne ce projet. Elle a fait un don de 1,5 milliard de francs à notre pays. Ce don est destiné à améliorer le réseau d'adduction d'eau dans 3 communes. Léon Bro. Signature d'accord entre le chef de l'agence de coopération coréenne KOICA et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibikoufi. Par cet acte, la République de Corée fait don de 3 millions de dollars américains, soit 1,5 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer l'adduction en eau potable dans les communes d'Abobo, Koumassi et Yopougon,
à travers des branchements sociaux. Il n'y avait pas de tuyaux qui liaient aux ménages pour pouvoir donner de l'eau potable, mais ce don se référera sur l'installation de ces différents tuyaux pour pouvoir approvisionner les différents ménages. Il reste que les ministères et structures techniques définissent les modalités de la mise en œuvre de ce projet. Une chose est cependant sûre, il va permettre à 10 000 foyers d'être normalement approvisionnés en eau. Une raison pour le ministre d'État Charles Dibby Coufi de qualifier ce don coréen de baume au cœur des actions du gouvernement. Cet accord vient renforcer les actions du gouvernement et le vœu du président qui est de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020 en faisant en sorte que la croissance économique soit une croissance inclusive et sérieusement repartie au niveau de la population ivoirienne. Cette aide de la Corée, précise Charles Dibby Coufi, est l'un des fruits de la récente visite du président Alassane Ouattara dans ce pays ami. Je vous l'annonçais dans les titres, la 10e édition du dîner gala de bienfaisance de l'ONG Servir, présidée par Mme Henriette Konan Bédié, a eu lieu hier soir à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Le président de la République et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, étaient aux côtés du président Henri Konan Bédié et de son épouse. Reportage Sidonie Davila. Plus de 20 ans aux côtés des populations démunies, Henriette Konan Bédié, président de l'ONG Servir, réussit encore à mobiliser des âmes compatissantes. Ce soir, à ce dîner gala de l'élan du cœur, tous convivent d'une cause noble, celle de lutter contre la misère. Servir est né le 14 mai 1996 pour être à l'écoute des catégories sociales auxquelles la nature refuse de s'ouvrir. Nous avons fait de la solidarité une valeur suprême. C'est pourquoi nous savons contribuer à entretenir la flamme allumée du progrès partagé pour éloigner la misère et le désespoir des personnes vulnérables. Pour soutenir cette action à laquelle il reste sensible, le président de la République, Alassane Ouattara, avec sa délégation, a tenu à marquer de sa présence ce 10e gala. C'est au total 37 millions recueillis grâce à la vente aux enchères d'objets de valeur. Les fonds serviront au financement de la construction du Centre international d'hémodialyse dans la commune d'Atékoubé. Une première en Afrique spécialement consacrée aux insuffisants rénaux. Je vous annonce la construction effective de la première partie de notre hôpital au sortir de ces années. Les travaux sont prévus pour durer 18 mois. Sans l'appui de vos inestimables aides dont nous disposons utilement, cela ne sera jamais possible. Pour encourager à la construction de cet hôpital, un ancien dialysé nous conte son parcours. Mon histoire commence en 2007, au cours d'une réunion à la RTI. J'ai piqué une crise et je suis tombé dans le coma. Je suis resté dans la dialyse jusqu'en 2008 et j'ai été greffé le 8 septembre 2010 à l'hôpital Foch à Paris. La dialyse, c'est un passage très difficile qui vous laisse un traumatisme très important sur le plan physique, mais surtout sur le plan mental. Je voudrais vous demander de remercier Monsieur le Président de la République parce qu'avant lui, on ne pouvait pas faire des greffes en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu au pouvoir, il a dit, première décision, il faut autoriser les greffes dans notre pays. Hommage a été rendu au couple présidentiel équato-guinéen pour leur marque de sympathie et de soutien au combat mené par la présidente de l'ONG Servir. Engagée désormais sans retenue, comme elle aime à le dire, Henriette Konan Bédié veut pouvoir compter sur l'esprit de solidarité et de générosité de tous en apportant une contribution significative à cette initiative. Cette somptueuse soirée de la 10e édition du Gala Servir ferme ses portes certes, mais celle du siège de l'ONG située aux 2 plateaux reste ouverte pour toute âme de bonne volonté. Le programme national de lutte contre le paludisme
a donné le coup d'envoi de sa deuxième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Lancement officiel à Yamoussoukro en présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le docteur Raymond Goudou Kofi. Reportage Kader Sogodogo. Avec un taux de 43%, le paludisme demeure la première cause de consultation en Côte d'Ivoire. Pour ralentir les effets néfastes de cette pathologie, la prévention se présente comme étant la méthode la plus efficace avec en prime la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, MILDA. Après une première phase, le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida et les partenaires au développement, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, remettent le couvert avec la deuxième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. 13 millions de moustiquaires d'une valeur de 29 milliards de francs CFA seront ainsi remises aux populations de 15 régions du pays. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Yamoussoukro, au quartier d'Oulakro, en présence de la ministre Raymond Goudou Kofi. Aujourd'hui, comme hier, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, au regard de sa fréquence, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. Conscient donc de ces conséquences négatives du paludisme sur le développement social et économique de notre pays, le gouvernement, avec l'appui de tous nos partenaires techniques et financiers, s'est engagé dans la lutte en posant des actions. Démarrée donc à Yamoussoukro, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action prendra fin le 22 décembre prochain dans l'espoir d'une chute considérable du taux de paludisme en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Un grave accident de la route s'est produit hier vendredi à Gueyebli, village situé dans le département de Dieucoué, dans la région du Guémont, faisant 8 morts et une quarantaine de blessés. Les blessés graves ont été évacués hier nuit au CHU de Yopougon. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, informée de la situation, s'est rendue au CHU pour traduire la compassion du gouvernement aux blessés. Reportage Victorine Yaouyouboui. 8 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce vendredi à Gueyebli, un village dans le département de Dieucoué. Les 12 cas graves parmi les blessés ont été évacués dans la nuit de vendredi à samedi au CHU de Yopougon. Ces blessés souffrent pour la plupart de traumatismes crâniens et de fractures. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, dépêché sur les lieux, a traduit la compassion du gouvernement à ces blessés. Elle les a rassurés quant à la prise en charge totale de leurs soins. Pour ceux pour lesquels il nécessitait bien sûr une prise en charge beaucoup plus importante, nous les avons fait partir depuis ce matin en tout cas sur Yamoussoukro, sur Toumoudi, parce que justement il y a un plateau technique un peu plus performant. Et tous ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale pointue, telles que les fractures ouvertes, commotion cérébrale et autres, nous avons donc averti nos services du CHU de Yopougon et ils ont été pris en charge dès leur arrivée ici. Alors c'est très difficile parce que nous ne sommes pas encore, comme je dis, entrés dans les festivités de fin d'année, mais déjà depuis 2 semaines, nous constatons qu'il y a énormément d'accidents de la voie publique. Selon les témoignages, un camion de 35 tonnes aurait fait une sortie de route pour se retrouver sur la place du marché de Gueyebli, endeuillant ainsi plusieurs familles. Et pour éviter ces drames, le ministère des Transports lance une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière dont l'objectif est bien évidemment la réduction du taux d'accidents, particulièrement pendant les périodes de fête. Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire, 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an, avec 600 personnes tuées et 11 000 autres blessés, selon une étude. Les facteurs humains constituent les principales causes des accidents. En période de fête, l'on enregistre également un fort taux d'accidents sur les routes, en ville comme en campagne, d'où cette opération de sensibilisation menée par le ministre des Transports. Gaoussou Touré invite les conducteurs au respect du code de la route, à l'entretien des véhicules et à la non-consommation de l'alcool avant de prendre le volant. Les fêtes occasionnent des déplacements massifs qui peuvent souvent perturber le trafic. Donc il est important que nous soyons patients
et que nous respectons les règles pour éviter des morts. Gaussou Touré a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle politique du gouvernement pour le développement du secteur du transport routier. 2015 sera l'occasion de la matérialisation de nos routes, le renouvellement du parc automobile, l'amélioration de nos routes, ainsi que l'automatisation de l'ensemble des opérations concernant la sécurité routière. Les automobilistes rencontrés ont salué l'initiative du gouvernement. Ils promettent la prudence au cours de cette période de fête. Je conduis prudemment, je contrôle toujours ma voiture, je prends soin de mes roues surtout pour éviter cas d'éclatement, surcharge et tout. Donc je me comporte prudemment. Lors de cette campagne de sensibilisation, des prospectus expliquant les dispositions à prendre pour éviter les accidents et des kits d'alcotests ont été distribués. Le troisième pont d'Abidjan, pont Henri Konan Bédié, encore appelé pont de l'émergence, sera inauguré le 16 décembre prochain, vous le savez. Nous vous proposons un regard sur les incidences d'un tel ouvrage sur l'urbanisme du district d'Abidjan. Suivez le reportage de Placide Nianoué commenté par Sidonie Davila. Abidjan refait sa toilette et s'offre de nouveaux habits avec la construction du troisième pont, baptisé pont Henri Konan Bédié. 25 mois seulement auront suffi pour sortir de terre cet ouvrage long de 15 000 mètres, reparti en 30 travées de 50 mètres chacune. Ouvrage qui va changer la physionomie de la perle des lagunes et les habitudes des Abidjanais. Les travaux et les ouvrages réalisés de l'échangeur Mitterrand à l'échangeur de la Riviera ne laissent pas les populations indifférentes. La population, par ma voix, d'abord dit merci au président Alassane et lui demande de continuer le travail qu'il a commencé. Je pense que c'est bienvenu. Tout le monde l'attendait depuis longtemps. Il arrive, on est tous contents. Le pont était très bien construit. On peut même ajouter des poubelles sur les routes pour ne pas salir le pont. Même son de cloche du côté de la commune de Makori à l'échangeur Valérie Giscard d'Estaing, dans la section sud, où les signes annonciateurs de cette révolution urbanistique sont beaucoup plus visibles. Quand il arrive du côté de l'INGS, il y a toutes les habitations qui ont été détruites, là. Il y a eu des immeubles. Quand il rentre à Sikoji, il y a tout un quartier de Sikoji qui a été déménagé. Ils ont été relogés à Setao, à Lyodan. Donc là, il y a eu un impact puisque le pont a impacté sur nos rues. Il y a 2 rues aujourd'hui qui sont fermées. On a 3 rues qui doivent être réaménagés. Donc ce pont, dans un premier temps, a déstructuré, dénaturé Makori pour lui donner un autre visage. La réalisation du pont Henri Konan Bédié de l'échangeur de Makori susciteront à court terme d'autres investissements. Ces terres vont prendre de la valeur. Beaucoup de gens vont vouloir s'établir sur cet axe parce que c'est plus facile de se faire voir, par exemple, quand c'est un espace commercial. Quand ce sont des habitations de luxe, les gens peuvent facilement aller du nord au sud, donc ils vont vouloir se loger par là. Et donc, naturellement, aussi bien l'État que les collectivités locales vont envisager des projets d'envergure. C'est vrai, quand on regarde ce pont avec une telle architecture, ça nous demande à Makori de faire un effort pour suivre le mouvement. Alors, si vous regardez du côté gauche du pont, vous avez 2 quartiers qu'on appelle le quartier Konan Raphaël. Alors ces quartiers-là, c'était des habitations à l'origine pour les économiquement faibles. Aujourd'hui, avec le pont émergent, ce quartier doit être restructuré. Donc ça va nous demander de rebâtir un nouveau quartier. La qualité architecturale du pont Henri Konan Bédié, fortement ressentie dans les communes d'accueil, va également contribuer à l'amélioration, la préservation et la restauration de l'environnement. Nous avons travaillé pendant 18 mois à Anoumambo parce que c'était un site vraiment insalubre. Le troisième pont, pont Henri Konan Bédié, dont les travaux ont été opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement, participe à l'élimination de gaz carbonique à hauteur de 90 000 tonnes par an. Une ambulance pour Grabo, ville frontalière du Libéria, c'est un don du président de la République dans le cadre du projet pilote de sécurisation de la frontière ouest. Il a été également procédé
à la pose de la première pierre de la future caserne des forces républicaines de Côte d'Ivoire de la localité. Compte rendu à Boussanogo. Ambiance des grands jours que celle qu'a connue ce dimanche, la ville de Grabo pour accueillir cette ambulance toute équipée et toute neuve. Un don du président de la République Alassane Ouattara. Une promesse relative au projet pilote de sécurisation de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. En remettant les clés de cette ambulance aux autorités de la région, le représentant du ministre chargé de la Défense, par ailleurs chef de cabinet civil, Lahassani Koroma, a indiqué que ce don est le signe manifeste que le président de la République Alassane Ouattara, dont le souci majeur reste et demeure le bonheur et le bien-être des populations ivoiriennes, a toujours tenu ses promesses. Tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune ont salué la haute portée de ce geste du chef de l'État. Un véritable soulagement pour la population de Grabo. Voilà plus de 15 ans que Grabo demandait une ambulance. Aujourd'hui, nous avons une ambulance. Mes pensées de reconnaissance vont au chef de l'État qui a suivi personnellement ce problème. Vraiment, je suis ému. Je remercie le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Grabo a ambulance, vraiment, tout le monde est content. On va aller le diffuser dans les autres villages, même dans la brousse, dans les campements. Autre volet de cette cérémonie, la pose de la première pierre de la future caserne de forces républicaines de Côte d'Ivoire de la localité et qui s'étend sur près de 2 hectares. Pour le reste, le représentant du ministre chargé de la Défense et les autorités locales ont fait le tour des chantiers où les travaux sont déjà en cours, à savoir, entre autres, le futur centre de santé, le commissariat de police et la brigade de gendarmerie de Grabo. On s'intéresse à la recherche scientifique maintenant. Que valent les travaux et les résultats de recherche, aussi pertinents soient-ils, sans une politique de valorisation? Quelle société obtiendrons-nous demain si notre jeunesse n'est pas sensibilisée à la culture de la science? Des solutions et des réponses à travers cette édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie qui se poursuit en ce moment même à l'intérieur du pays. Le point avec Patricia Omo-Etia. C'est dans un amphithéâtre débordant que les différents conférenciers se sont succédés. Ils ont expliqué aux étudiants les dangers que court la planète si nous ne prenons pas soin de notre environnement. Pour le professeur Konaté Souleymane, directeur adjoint du pôle environnement et développement durable, l'évolution climatique est certainement une préoccupation majeure de notre temps et pour notre avenir, ainsi qu'en témoigne la tenue des sommets. Près de 30% des cultures agricoles dépendent complètement des services écosystémiques qui sont rendus par les abeilles. On dit que l'abeille, c'est le premier travailleur. Mais sans ces abeilles-là, sans ces pollinisateurs, on ne peut pas avoir une agriculture aussi productive. Annick Koulibaly, maître assistant à l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa, indique que l'on doit cultiver autrement pour stopper la perte de la biodiversité. Il est temps, il est l'heure de s'inquiéter parce que nous avons perdu cette forêt. Nous l'avons perdue, il nous faut donc réadapter notre façon d'utiliser l'espace, revoir nos techniques de culture, revoir même l'enseignement à la base de l'éducation que nous donnons à notre population, à nos enfants sur l'environnement pour que demain, on ait encore des végétations. La délégation de la direction de la recherche scientifique et de l'innovation technologique s'est ensuite rendue dans un collège pour expliquer aux plus jeunes, à travers des posters, l'importance de la biodiversité. La biodiversité est une bonne chose. Il faut préserver l'environnement. Il ne faut pas jeter, les chasser, toutes sortes d'autres choses dans l'eau. Ça va faire fuir les poissons. Pour la suite du programme de cette deuxième édition, la délégation se rendra à l'université Peleforogbon Koulibaly de Korogo, où des expositions, conférences et journées portes ouvertes seront organisées. Direction le Rwanda, où l'objectif des autorités est aujourd'hui de créer un pays nouveau, avec de nouvelles valeurs, que sont l'unité, la fierté d'être rwandais. La délégation ivoirienne, conduite par la ministre Anne-Désirée Oloto, et des diplomates rwandais ont manifesté la volonté des deux pays de travailler ensemble. Gabriel Zani et notre envoyé spécial à Kigali suivaient son reportage. La politique étrangère du Rwanda est bâtie sur cette nouvelle vision, bâtir un Rwanda nouveau. Mais un Rwanda nouveau suppose un nouvel esprit
qui est la fierté d'être rwandais, ni plus ni moins. Le pays fait aujourd'hui la promotion de cet objectif de paix doublé d'une bonne dose de sécurité. La ministre de la Solidarité, à la tête de la délégation ivoirienne en visite dans le pays, a quant à elle réitéré la volonté du gouvernement ivoirien de coopérer avec le Rwanda. Comme le Rwanda, la Côte d'Ivoire aspire également à la paix. Et la Côte d'Ivoire veut être un pays modèle africain. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le Rwanda pour cette visite de travail. La Côte d'Ivoire et le Rwanda, deux pays sortis de crise sociopolitique, sont donc aussi deux pays en pleine reconstruction. Des similitudes qui appellent nécessairement le renforcement de la coopération entre les deux États. C'est un honneur pour le Rwanda d'avoir eu nos sœurs et frères africains de venir apprendre de ce que nous sommes en train de faire pour l'unité et la réconciliation du peuple rwandais et aussi de la transformation de notre pays. Nous sommes disposés à continuer à travailler avec eux. Tout comme la Côte d'Ivoire, le Rwanda met l'accent sur la coopération sud-sud et la diaspora pour favoriser le développement national, au-delà des investissements des partenaires classiques au développement. En politique, cela fait 20 ans que le Rassemblement des Républicains a été créé pour célébrer cet anniversaire. C'est la ville de Bouaké qui a été choisie. Les militants du RDR venus de partout en Côte d'Ivoire ont pris d'assaut l'ancien stade de Bouaké pour marquer l'événement. Un devoir de mémoire teinté de joie et de peine. Un moment pour dresser un bilan, apprécier le chemin parcouru pour la conquête du pouvoir d'État et mobiliser les militants avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2015. Les militants de la haute direction ou de la base ont fait le déplacement à Bouaké. Personne ne voulait se faire compter l'événement, relevant ainsi le défi de la mobilisation sous la conduite du professeur Henriette Dagri-Diabaté et du ministre Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim. Le reportage de Brahima Doumbia dans nos prochaines éditions. Les militants de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, des régions du Go et du Louidjibois se sont donné rendez-vous à Divo pour une cérémonie d'hommage à leur président, le docteur Albert Mabrito-Akus, qui a choisi de se mettre au service du président Alassane Ouattara. À cette occasion, le siège régional de l'UDPCI, du Go et du Louidjibois a été inauguré. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, intègre une génération à Tchon. Son intronisation a eu lieu aujourd'hui, samedi, à Abidjan, Agban, village Tchon, situé dans la commune d'Atekoubé. C'était à l'occasion du 10e anniversaire de cette génération, l'occasion pour les cadres à Tchon, avec à leur tête le doyen Ernest Nkomo-Mobio, de rendre hommage au président de la République. Reportage Issa Ieo, commentaire Serge Coléa. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, désormais membre de la génération Tchagba, catégorie Dongba. Il a été intronisé ce samedi à Agban village, situé dans la commune d'Atekoubé, dans le district autonome d'Abidjan, à l'occasion du 10e anniversaire de cette génération. Et ce, en présence des chefs traditionnels de son village à Tchan et de nombreux cadres. Le ministre Ahmed Bakayoko, heureux d'appartenir à cette classe, a rendu un hommage aux chefs à Tchan avant de les féliciter pour leurs efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Je veux saluer tous les chefs qui sont là. Merci de ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. La paix, la cohésion, c'est votre œuvre. Si dans nos villages, dans nos campements, il y a la paix, il y a la cohésion, il y a le vivre ensemble, c'est parce que tous les jours, vous faites votre travail. Aujourd'hui, le président vous a donné un statut. Plus que des moyens, c'est de la considération, c'est du respect. C'est pour dire que ce que l'Afrique a d'essentiel, c'est la considération, le respect des aînés. Les maires Noël Akossi Bengo du plateau et Paulin Danho d'Atekoubé, tout en saluant l'appartenance du ministre à cette génération, ont exprimé la volonté du peuple tchadien d'accompagner le chef de l'État Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À tous et à toutes, notre fierté d'avoir reçu ici le ministre d'État. Il a donné par sa présence effective
à cette cérémonie traditionnelle une dimension nationale. Ernest Nkumo Mobio, ancien maire de la ville d'Abidjan et par ailleurs doyen des cadres à Tcham, apprécie le jet du chef de l'État de débloquer 53 milliards de francs CFA pour le développement des villages à Tcham. C'est du jamais vu. Il est annoncé ces mesures-là pour le développement des villages à Tcham. Les chefs traditionnels à Tcham ont démontré au cours de cette cérémonie par une forte mobilisation qu'ils sont prêts à accompagner le président de la République Alassane Ouattara à bâtir un pays moderne et modèle. Voilà, je vous l'annonçais en début de journal, à l'invité de la page culture est l'auteur, compositeur, interprète Zwane Combs, transplanté du Rhin. Il a écrit un ouvrage très intéressant, un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Le titre, c'est « Vivre avec le Rhin d'un autre ». Avant d'en parler avec lui, je vous propose de suivre le Layé Festival, ou Festival de l'amour, à Adzopé, dans la région de la Mé. Ce festival a démarré hier, vendredi, prévu pour se dérouler sur 3 jours. Il célèbre la fraternité et l'entente entre les peuples. Ce sera l'occasion de célébrer le dialogue des cultures, sensibiliser sur les bienfaits du sport et faire la promotion de l'art culinaire en pays acquier. Franck Wadio. Adzopé, dans la région de la Mé, au sud de la Côte d'Ivoire, l'amour ou Layé, en langue locale acquier, matérialisé le temps d'un festival, la 3e édition du Layé Festival d'Adzopé. Donc c'est aussi la fête de l'intégration par la culture, et l'Aïe Festival est une célébration de la femme. Nous avons vécu beaucoup de distensions, beaucoup de déchirures, et donner un peu d'amour de nous serait notre façon à nous de remettre les choses, d'essayer à notre niveau de recoller les morceaux et faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent ensemble et partagent en commun cet amour, cette paix que nous recherchons tous. Cérémonie d'ouverture et danse du terroir local et d'autres venus d'ailleurs pour planter le décor. À Adzopé vivent, en plus des autochtones acquiers, une pluralité de peuples venus de la Côte d'Ivoire profonde et même de la sous-région. Ce festival est pour tous l'occasion de chanter le vivre ensemble. Il faut vivre ensemble, donc c'est pour encourager ce leitmotiv-là que nous sommes là. Sans l'amour, la vie est impossible. Débuté le 11 décembre, le Layé Festival, 3 jours de célébration de la fraternité, ponctué de concours culinaires, de sketch et autres sensibilisations. Au planning familial, sans oublier quelques activités sportives. Le secret des sages, Ado, qui es-tu donc, est un livre qui retrace la vie du président Alassane Ouattara. L'auteur revient notamment sur l'histoire de la terre de ses ancêtres, les actes posés par l'homme depuis son enfance pour aboutir à ce parcours prédestiné qui fait du président Alassane Ouattara un leader, un bâtisseur, au cœur de l'histoire de son pays, la Côte d'Ivoire. Serge Collier. Après la destruction de l'historique université islamique de Kong par l'Almami Samori Touré, les sages ont prédit que Kong se relèverait de ses cendres 100 ans plus tard par la volonté d'un de ses fils. Ce fils se révélera un siècle plus tard être Alassane Ouattara. Mais quels sont les indices et les signes de la prophétie qui ont permis de reconnaître Alassane Ouattara comme celui que les sages de l'époque ont appelé le Nangaman, le prédestiné? La réponse de cette grosse énigme de l'histoire se trouve dans le livre « Le secret des sages ». Ado, qui es-tu donc? Fruit de plusieurs années de recherche du journaliste écrivain Patrick Iyé. Le secret des sages, indique l'auteur, révèle la vision d'érudits musulmans sur la vie d'un homme à l'ascension et au destin tracé. Le secret des sages se veut un document didactique à travers lequel l'organisation Lumière et Vérité entend restituer aux jeunes générations les faits sur la vie de l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Nos enfants ont le droit de savoir qui est M. Alassane Ouattara, étant donné que c'est M. le Président de la Côte d'Ivoire. Et à partir de cet ouvrage-là,
je crois que tout est un peu expliqué et ça va être un peu plus facile pour la génération future de savoir qu'on a eu un président à l'image de notre pays. Le livre sera disponible dès le 1er janvier. Une dédicace est prévue le 15 janvier 2015 au Palais de la Culture de Treichville. Elle sera suivie d'une vaste tournée en Côte d'Ivoire pour rendre le secret des sages accessible à tous. Zoanette Combs est notre invité. Plusieurs années déjà que Zoanette Combs, artiste-chanteur, a quitté la scène. La raison des problèmes de santé, une insuffisance rénale précisément, ayant bénéficié d'une greffe du rein. Le reggae maker a repris de l'embonpoint. Il revient sur scène, mais cette fois avec une œuvre littéraire. Le titre « Vivre avec le rein d'un autre ». Le récit de son expérience avec Michel Mambo. Après avoir servi du reggae à la sauce BT aux mélomanes ivoiriens dans les années 80, Zoanette Combs revient au devant de la scène, cette fois avec un livre sous la main. Du micro à la plume, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un problème de santé explique l'artiste. Une insuffisance rénale survenue en 1999. Mais la maladie n'aura pas raison de lui. Homme de foi, Zoanette Combs va bénéficier en 2005 d'une grâce particulière, une greffe du rein. Dès lors, la vie reprend son cours normal et l'artiste décide de partager son expérience. Vivre avec le rein d'un autre, sa première œuvre littéraire, un véritable hymne à la vie. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 52%, avec un taux de mortalité de 39%. La prise en charge n'étant pas à la portée de toutes les bourses. Vivre avec le rein d'un autre, une œuvre de 164 pages pour sensibiliser, mais surtout redonner de l'espoir à tous les dialysés. Le combat n'est pas perdu. Voilà, Zoanette Combs, merci d'être là. Merci, Vous avez madame. suivi certainement avec beaucoup d'intérêt le gala de l'ONG Servir, où il a été question de l'ouverture d'un centre, de la construction d'un centre de dialyse. Effectivement, c'est une très bonne chose. Je ne peux que louer, dire merci à Madame la Présidente pour cette œuvre. Parce qu'en fait, cette maladie est très, très, très contraignante et si les gens ne sont pas aidés, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Donc, ce centre vient à point nommé pour pouvoir soulager un peu tous ces malades d'insuffisance rénale. Parce que dans votre ouvrage, vous parlez d'un voyage en Côte d'Ivoire. Vous êtes revenu au pays pour voir votre famille et il a fallu vous dialyser avant votre transplantation. Et vous avez été quelque peu choqué par ce que vous avez pu vivre. C'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les soins qui sont fournis en Europe et ce qui se passe ici. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup déjà pour les dialyser. On leur tire le chapeau, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. C'est pour cela nous attirons l'attention des autorités sur vraiment le cas de cette maladie qui est vraiment une tueuse silencieuse. Aujourd'hui, disons qu'en Côte d'Ivoire, cette maladie, on a, d'après ce que je sais, il y a à peu près 400 nouveaux cas d'insuffisance rénale par an. Alors, elle est telle que les gens ont besoin d'être soutenus. En France, on bénéficie de la sécurité sociale qui fait que les soins et tout un environnement est pris en charge. Donc, nous voulons que ces mêmes choses-là soient un peu répétées ici. C'est vrai que nous sommes un pays pas vraiment encore émergent, mais nous sommes sur la voie. Donc, ce serait une bonne chose vraiment qu'il y ait une prise en charge, surtout pour les maladies d'insuffisance rénale. La question que les Ivoiriens se posent aujourd'hui, c'est comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous sentez-vous? Mais moi, par la grâce de Dieu, je vais mieux. J'ai pu bénéficier d'une transplantation. Donc mon combat aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des Ivoiriens sur cette maladie afin qu'ils ne subissent pas ce que moi j'ai connu. Je veux dire, cette maladie, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Vous savez, madame, juste même une simple carie peut vous donner une insuffisance rénale. Une hypertension artérielle peut vous donner une insuffisance rénale. C'était votre cas? Voilà, moi c'était l'hypertension artérielle. L'obésité, le diabète, la prise excessive des médicaments, une mauvaise alimentation, tout cela peut vous détruire la santé. Donc j'ai écrit ce livre aussi pour attirer l'attention des uns sur les autres sur la santé qui est la plus grande richesse. Et il faut dire aussi qu'en Afrique, nous avons cette mauvaise habitude de ne courir à l'hôpital que lorsqu'il est déjà trop tard. Donc c'est pour dire aux frères que aussi bien on fait un dépistage pour le sida, on fait aussi des dépistages pour l'insuffisance rénale. Donc il est temps que chacun puisse s'enquérir de l'état de santé de ses reins.
Voilà, donc la transplantation, comment ça se passe? Comment on est sélectionné? Vous étiez dialysé, étiez-vous sur une liste? Voilà, d'abord on est dialysé et puis on subit une bactérie d'examen et en fonction donc des normes, on est sur une liste d'attente, on est donc répertorié. En fonction de votre groupe sanguin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de jeu. Et puis lorsqu'il y a un rein qui arrive et qui vous correspond, s'il y a compatibilité, ben, vous bénéficiez de cette greffe. Je voudrais dire aux uns aux autres qu'à Paris, c'est gratuit. Parce que beaucoup de gens me demandent combien j'ai payé, mais moi, je n'ai pas les moyens. Je suis qu'un enfant de pauvre, donc je n'ai pas les moyens, mais j'ai pu bénéficier de cette greffe. C'est l'égalité devant les soins. Voilà, voilà. Et c'est la chose que nous souhaitons pour tout le monde, ici en Côte d'Ivoire. Mais vous dites dans votre livre, dans votre œuvre, quand on a connu la galère de la maladie, on mesure mieux la valeur de la santé et on apprécie différemment les choses de la vie. On se rend compte qu'avoir une bonne santé est une grâce qu'en général, nous ne savons pas apprécier. En vérité, madame, chaque jour, lorsque nous nous réveillons, c'est une grâce de Dieu. Avoir la santé, c'est une grâce. C'est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Je veux dire, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas une bonne santé, vous êtes très, très, très malheureux. Donc, je pense que la prise en charge de la santé est une chose vraiment primordiale pour tout un peuple. En Afrique, nous avons encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine, mais le combat n'est pas perdu. C'est juste une question de volonté politique. Nous pouvons y arriver avec un peu de volonté politique. Mais moi, j'interpelle tout un chacun à se prendre en charge, à éviter d'avoir des comportements à risque, parce que tous les excès nuisent. Donc, à faire un peu attention à sa santé, à se prendre en charge et puis à informer les uns et les autres. Faire attention à sa santé, et puis vous êtes beaucoup consacré aussi à la prière, vous êtes chrétien céleste, ça vous a beaucoup aidé? Madame, vous savez que sans Dieu, on ne peut rien faire. Comme je disais tout à l'heure, sur cette terre, tout n'est que grâce de la part de l'Éternel. Moi, je ne peux que rendre gloire à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré sur moi. Et c'est ce qui me pousse à courir, à me livrer. Parce que vous savez, ce n'est pas facile de dire aux gens, je suis transplanté, je suis malade et tout. Mais ma foi me pousse à aller vers les autres, à leur dire, voilà, voici ce que Dieu a fait pour moi. Et si vous mettez votre vie, votre foi en Dieu, il pourra faire beaucoup pour vous. Aujourd'hui, mon combat, c'est d'interpeller les uns les autres afin qu'ils ne subissent pas tout ce que moi j'ai connu. Et en plus, vous encouragez les uns et les autres à faire des dons d'organes. Bien sûr. Bon, je sais qu'ici, il y a un début de transplantation. Oui, bon, les greffes sont possibles en Côte d'Ivoire. C'est très bien. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation. Sur la transplantation, parce que ce n'est pas facile à une famille comme ça d'accepter qu'on prenne un organe sur leurs parents pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais avec la sensibilisation, on peut y arriver. Donc, il faut informer les gens, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On a l'impression que les maladies n'arrivent qu'aux autres. Mais vous vous rendez l'un de ces 4 matins que non, vous êtes atteint d'une grave maladie et vous êtes surpris. Pas plus qu'hier, on m'a annoncé, voilà, quelqu'un qui commence à faire une insuffisance rénale. Et c'est tous les jours. Aujourd'hui, chaque fois que je passe, les gens me parlent de leur expérience, des parents qu'ils ont perdus, d'autres qui sont malades. Et moi, je suis là tout impuissant devant tout ça. Mais tout ce que je peux faire, c'est juste interpeller, sensibiliser. Et quand le reste viendra. Voilà, Joannette comme écrivain et la musique dans tout ça. Mais madame, la musique, je n'ai pas arrêté. C'est mon premier dada. Là, Dieu m'a donné l'inspiration pour écrire ce livre, pour rendre témoignage, pour lui rendre gloire aussi, pour sensibiliser. Je vais revenir dans quelques mois avec un nouvel album et puis reprendre les choses là où je les avais laissées. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous faire partager votre expérience de dialysé. Merci madame. Voilà, le tournoi de la confraternité organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a connu son apothéose ce matin au stade de la haute fréquence de la RTI. La finale a opposé les équipes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et de Radio Nostalgie. C'est finalement la RTI qui s'est imposée au tir au but, 5 tirs à 4. Toutes nos félicitations à l'équipe de la RTI. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à demain, 20h.